Il y a des volontés de rebond. Merci infiniment. Je pense qu'on va peut-être démarrer par les députés, si c'est OK pour vous. Madame Sarah Legrain, en rebond. Madame André Torigna, vous voudrez aussi, et Marie-Charlotte Garin. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, je ne vais pas lire quelque chose d'écrit parce que en fait, vous avez abordé tellement de sujets. Peut-être un point sur lequel rebondir tout de suite, c'était le fait que je crois qu'il y a un accord sur le fait qu'en aucun cas, qu'on inscrive ou non le consentement dans la loi, en aucun cas, ça pourrait exonérer de tout ce qu'il y a à faire pour lutter contre ce que vous avez présenté, et notamment sur la question de la victimisation secondaire. Donc c'est peut-être pour voilà, vous montrer, évidemment, j'ai envie de parler de consentement, mais sur la question de la victimisation secondaire, moi, j'ai l'impression que dans les annonces qui ont été faites par le gouvernement, il n'y a rien. Enfin, j'ai pas l'impression que cette question de la victimisation secondaire, et j'ai envie de vous dire, hier, on a entendu le garde des Sceaux, on lui a posé des questions. Enfin, je crois que là, on n'est que des parlementaires très intéressants à faire les questions, mais j'aurais aimé avoir le garde des Sceaux en face pour qu'il entende ce que vous avez à dire. Et sur cette question de la justice qui n'est pas seulement pas assez, mais la justice qui est violente, en fait. La violence de l'institution judiciaire. Et c'est quoi les mesures face à la violence de l'institution judiciaire? Et évidemment qu'il y a la question de plus de moyens, plus de formation, mais aussi comment est-ce qu'on pense notre justice et comment on fait advenir la question de la sécurité des victimes au sein de la justice. Enfin, ça paraît fou de devoir le demander, mais... Donc est-ce que vous, dans les annonces, enfin, c'est un peu ce sujet-là, j'ai l'impression que c'est pas encore traité comme ça, alors que nous, ici, on en parle. Moi, j'ai déposé une proposition de résolution que je soumets à la signature de tous mes collègues, mais c'est une résolution, c'est-à-dire que c'est pour enjoindre le gouvernement mais au moins pour essayer de parler de ce sujet, et notamment aussi des plaintes à la CEDH, et c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez revenir, sur ces plaintes à la CEDH. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer, en fait, pour le gouvernement? Qu'est-ce que serait la bonne réaction du gouvernement s'il y avait une condamnation de la France parce qu'on n'a pas respecté les droits de l'homme, juste parce qu'on n'a pas respecté les droits des victimes. Enfin, donc, peut-être juste en fait, je mets tout ensemble comme ça, parce que je pense que... il y a un deuxième point, j'ai envie de réagir, parce que là, en plus, c'est l'actualité immédiate. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir qu'on a un ministre qui vient de s'exprimer violemment contre la question de l'éducation à la sexualité, et c'est quelque chose que vous avez juste abordé rapidement en parlant, en fait, quand vous avez parlé de détection, et la lutte contre la culture du viol, on le sait, elle passe par l'éducation, et la détection, elle passe par l'éducation à la sexualité, qui est un des espaces. Qu'est-ce que vous avez à dire là, à répondre à Monsieur Portier qui vient de dire d'alimenter tous les pires fake news qu'on a sur l'éducation à la sexualité, que ce serait je sais pas quoi, le royaume du wokisme, du militantisme, etc. Et qui commence quand même, juste pour que vous ayez il commence par dire: les parents sont et doivent toujours rester les premiers éducateurs de leurs enfants, en particulier dès lors que l'on touche à ce qui est de plus intime et de plus privé chez l'être humain. Après, il dit bon, il faut quand même faire de la prévention des violences, mais voilà. Donc peut-être une réaction sur ce sujet, parce que ça n'a pas été abordé. Dernière chose sur le consentement, en réalité, je pense que vous avez répondu à ma question. Moi, ce que je voulais dire, c'est, je crois qu'il y a quelque chose qui réunit tout le monde, toutes les féministes, c'est que c'est hors de question de mettre dans la loi le consentement non défini. Voilà. Donc, si on essaye de voir au moins le point d'accord. Et donc, je trouve que c'est important de le dire, parce que, et pareil, je sais ce qu'on a redit au garde des Sceaux, et moi vraiment, je sais que mes deux collègues, enfin voilà, on est dans des initiatives, moi j'ai mis à l'ordre du jour là, il y a un travail transpartisan, mais je sais qu'on a à cœur que ce soit protecteur pour les victimes, et il y a absolument besoin que ça se soit entendu, que personne ne pourra satisfaire, ni les pour ni les contre, de consenti sans définition. Bon, je crois qu'après, vous êtes rentré dans le détail, donc je pense que... nous, on avait travaillé, Madame Lafourcade, ensemble à mon amendement à mon texte qui, déjà, couvre un certain nombre de sujets, mais je trouve que moi, l'idée de le mettre à l'ordre du jour là, c'était aussi une sorte de corde de rappel, d'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'on a comme gouvernement demain en plus, mais de dire, en fait, déjà, première chose, c'est que le non-consentement ne peut pas rentrer dans la loi de façon non définie, et après, on peut s'amuser, entre guillemets, c'est pas un jeu, mais à le définir toujours plus, mais en tout cas, quelles sont pour vous les lignes rouges? Voilà, mais vous avez donné exhaustif, mais peut-être des lignes rouges au moins. Le minimum au-delà duquel... je ne sais pas si c'est une bonne idée stratégiquement de faire ça, parce qu'après, vous n'aurez que le minimum. Donc, je m'arrête là. Merci. Peut-être la parole à Madame André Torigna. Merci Madame la Présidente. Merci à vous de nous avoir donné votre parole.
Et même si je comprends qu'effectivement, ça peut être très, très difficile, mais merci d'avoir fait le pas. Je voulais préciser que la Convention d'Istanbul ne donne pas une injonction pour définir, intégrer la notion de consentement dans la définition du viol. Ça n'est pas une injonction. C'est en fait, elle précise que les parties qui signent cette convention peuvent décider de la formulation exacte de la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d'un consentement libre. Donc le non-consentement étant appréhendé au travers de critères de violence, contrainte, menace ou surprise, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mot consentement dans la loi pénale que cette même loi française va à l'encontre des prescriptions internationales. Moi, ce que je voudrais... Enfin, on n'a pas trop le temps, sans doute, de disserter là-dessus. Pour moi, consentir, c'est accepter de mauvaise grâce. C'est la définition. À la base, je ne suis pas juriste, je suis prof de lettres. Donc, consentir, c'est accepter de mauvaise grâce. Il me semble donc que ce terme ne convient pas et qu'il est encore l'expression des lois patriarcales qui font que, finalement, les femmes sont à disposition des hommes et qu'elles n'ont pas, ne peuvent pas leur être reconnues le simple fait de désirer, mais uniquement de consentir. Donc ça, c'est un peu gênant. Je m'adresse à vous, Madame Salmona, parce que est-ce que vous pourriez nous préciser si, justement, dans le cadre d'un traumatisme ancien, plusieurs années après, il pourrait y avoir un consentement qui soit donné parce que ressurgit un épisode douloureux qui a été complètement oublié et qui passait complètement dans l'inconscient et qui fait que oui, on va consentir, mais en fait, voilà, si on avait le temps de rechercher, ça pourrait s'expliquer parce qu'il y a eu un traumatisme ancien. Ensuite, comme je siège à la commission des lois, vous vous doutez sans doute qu'avec mon groupe, nous avons beaucoup bataillé lors des précédentes réformes la précédente réforme de la justice avec l'ex-ministre Dupond-Moretti. Et nous avons bien sûr demandé beaucoup plus de moyens humains, beaucoup plus de formation. Et donc, sans doute, peut-être, je ne sais pas, j'attends aussi vos réponses là-dessus, ce que vous en pensez. S'il y a beaucoup de classements sans suite, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs, il n'y a pas assez de moyens humains pour accompagner ces victimes. Vous avez dit, Madame Casalis, qu'il fallait du temps. Nous sommes dans une société avec un gouvernement pour lequel le temps, c'est de l'argent. Donc, toutes ces questions-là, je pense, doivent être reposées. Et dernière question, je pense que ce dont les victimes ont besoin, d'après ce que j'entends de ce que vous avez dit, c'est d'être reconnues déjà comme des victimes, ne pas être méprisées, ne pas être humiliées. Et donc, quelle justice pourrait réparer ces victimes? Est-ce que vous pensez, par exemple, que la justice restaurative, dont on parle pas mal, aurait du sens dans le cadre de ces dossiers? Parce que donc aujourd'hui, c'est classé sans suite, c'est pas satisfaisant, évidemment. Si c'est pas classé sans suite et si les auteurs sont condamnés, ils sont envoyés en prison. Aujourd'hui, les prisons sont surpeuplées, vous le savez, et produisent de la récidive. Donc, en fait, comment on fait pour sortir de cette situation? Est-ce que la justice restaurative pourrait être une piste pour à faire en sorte que les auteurs de viol ne récidivent pas et voilà, soit
je ne sais pas comment il faut le dire. Enfin, vous voyez, voilà, qu'on soit débarrassé, qu'on essaye de lutter contre cette culture du viol. Parce que les auteurs de viols qui vont en prison sont parfois eux-mêmes violés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont eux-mêmes violés qu'à la sortie de la prison, ils vont cesser de violer. Donc, on est dans une spirale. Est-ce que vous pensez à des méthodes alternatives à la prison pour lutter contre le viol? Je vous remercie. Merci, chère collègue Marie-Charlotte Garin. Ouais, très brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais peut-être aller sur des questions un peu ciblées pour chacune. Peut-être juste en réponse à ma collègue Torinia, consentir à la base étymologiquement, ça veut dire être d'accord avec, et donc on pourrait espérer un consentement mutuel, et je pense que c'est le patriarcat qui a changé le sens de la notion de consentement et les agresseurs qui se le réapproprient dans nos tribunaux. Peut-être, du coup, pour vous, Anaïs Defosse, sur si c'est pas le consentement, pourquoi est-ce qu'on serait attaché au consentement dans la définition? Si c'est pas le consentement, quel autre terme on pourrait utiliser? Donc ça revient aussi un peu sur la suite des propos que peut-être vous vouliez développer sur la critique de la définition actuelle. Magali Lafourcade, on parle beaucoup de la formation des magistrats, et nous, on nous répond un peu à tous les étages que ça y est, que maintenant ils sont tous formés, etc., etc. Mais du coup, quid de la formation initiale et la formation continue, et pourquoi est-ce que finalement c'est encore à ce point dysfonctionnel dans ce pays, alors que, enfin, MeToo, c'était quand même il y a un paquet d'années maintenant, les moyens de la justice sont censés avoir un peu augmenté, et pourtant ça dysfonctionne à tous les étages, et je crois qu'on a eu un bel image de toute la chaîne judiciaire. Sur Madame Salmona, est-ce que vous pouvez insister un peu plus sur les impacts des traumatismes psychiques sur la capacité des victimes à témoigner? Vous l'avez déjà fait. Et surtout, moi, à nouveau, c'est un peu ma lubie, hein, la question de la formation, que ce soit les professionnels de justice, les forces de l'ordre, mais aussi les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour passer le pas, et de comment est-ce qu'on s'assure que les formations sont adaptées aux vulnérabilités des personnes différentes? Vous avez parlé des personnes en situation de handicap, on a aussi évoqué la question des femmes en situation de migration, les personnes qui ne parlent pas français, les personnes plus précaires aussi. Enfin, comment est-ce qu'on va là-dedans, un peu finalement dans une intersectionnalité dans la formation, pour pouvoir prendre en charge toutes les victimes de la même manière, avec la même dignité, la même compétence et la même expertise? Marie-France Cassalis, est-ce que vous parliez de la difficulté de la confrontation? C'est une des mesures qui est portée dans la coalition féministe dans les 140 mesures. C'est la question que moi j'ai posée hier au ministre Migaud. C'est typiquement une mesure qui pourrait être adoptée par décret, de dire que les confrontations ne sont plus obligatoires sauf demande expresse de la victime. Donc est-ce que vous pouvez continuer à développer un peu là-dessus? Et surtout sur la question de la correctionnalisation, ça a été brièvement évoqué, mais en fait on en parle assez peu. Et enfin, Julia Foyce, merci d'être venue et de ne pas être allée au cinéma, parce que c'était précieux pour nous comme témoignage. Peut-être du coup sur de l'autre côté, et maintenant du poste où vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que sur passer de la culture du viol à la culture du consentement, quel rôle peuvent jouer les médias en fait dans la construction de ce nouveau monde dont on a tous et toutes besoin, et pour lequel on se bat chacune ici? Merci infiniment. J'ajouterai juste deux ouvertures. La première concerne aussi la formation. C'est-à-dire que vous dites que les professionnels ne sont pas formés, mais en réalité, quelle est l'attractivité pour les professionnels sur ce type de formation, et qu'est-ce qui fait la différence entre une formation, Marie-Charlotte a adapté, en tout cas une bonne formation ou pas, parce que souvent on dit mais il y a des moyens, ils sont formés, oui, mais l'efficacité de la formation n'est pas prouvée, donc c'est quoi? Et puis sur globalement le sujet qui nous intéresse, actuellement on voit une forme d'accord sur le constat partagé, donc déjà c'est premier pas, des objectifs qui sont concordants, c'est ce que je voulais signifier à Madame Casanis, que la réponse est une réponse à la fois technique et une réponse sociétale. Dans la réponse technique, on est au travail, on n'a pas abouti. Dans la dimension sociétale, il me semble que le positionnement actuellement des associations féministes qui sont contre est une incompréhension, en tout cas de ma part, qui n'est pas à la hauteur de la responsabilité qui est devant nous, puisque nous avons les mêmes objectifs. Donc, que faudrait-il, et là c'est une question générale à vous toutes, que faudrait-il, au-delà
de peut-être partir de la parole des victimes, qui est un levier. Que faudrait-il pour dépasser une forme de posture, une forme de... Parce que puisque le constat c'est le même, pardon hein, Marie-France, mais je pense la même chose que ce que vous avez dit, et ma réponse est différente. Donc de votre point de vue, que faudrait-il du point de vue sociétal pour arriver non pas à diviser, mais à rassembler sur une réponse commune? Je vous remercie. Peut-être juste, il est 18h23, donc jusqu'à quelle heure on se donne peut-être quelques minutes chacune. Moi, je dois partir à 30. Très bien, on va prendre... Vous voulez démarrer? Moi, j'avais respecté mes 5 minutes. Allez-y. Je dirais que ce qu'on... Je dirais que ce qu'on est en droit d'attendre de la société dans son ensemble, compte tenu du courage dont font preuve les femmes, les ex-victimes et les militantes féministes et toutes celles et ceux qui travaillent sur le sujet, compte tenu de ce travail de fond qu'ils mènent depuis tant d'années, mais plus encore depuis MeToo, le minimum serait d'être à la hauteur de leurs paroles. On dit beaucoup, et on se félicite de voir que la parole se libère. La réalité, c'est que si vous écoutez réellement le récit de ces femmes, vous verrez qu'elles ont toutes parlé bien avant, que l'enjeu, c'est bien celui de l'écoute. Donc, qu'est-ce que j'attends, moi, comme journaliste, comme femme, comme ex-victime? C'est à minima qu'on soit entendu et pas présumée menteuse à partir du moment où on l'ouvre. On l'a bien entendu avec Maître Defosse tout à l'heure. Quand on voit ce que ça veut dire de porter plainte, quand on voit ce qu'on prend dans la gueule dans tout le parcours judiciaire, comment peut-on encore entendre « Oui, mais tu sais, il y a des plaignantes qui mentent. Oui, mais tu sais, il y a des plaintes, c'est des fausses accusations. » Je veux dire, quel est l'intérêt pour une femme, compte tenu de tout ce qu'elle va subir au cours de cette procédure, compte tenu de l'argent qu'elle va dépenser, de l'énergie qu'elle va dépenser, compte tenu de la façon dont elle va être traitée, quel est son intérêt de porter plainte? Il n'y en a aucun. Aucun. Donc je crois qu'il faudrait plutôt partir du principe qu'à partir du moment où une femme porte plainte, a priori, elle ne raconte pas n'importe quoi. Le problème, c'est qu'elle n'est pas seulement présumée menteuse, c'est que tout va porter atteinte à sa crédibilité. On dit beaucoup de Gisèle Pelicot que c'est une victime exemplaire, on en fait une héroïne, et attention, c'est extrêmement dangereux, parce que toutes les icônes ont fini toujours par les brûler, toujours. Donc attention, et elle n'a jamais demandé à l'être. Donc faisons attention, et surtout qu'en plus l'héroïne c'est le pendant du monstre, et donc on serait dans une affaire extraordinaire, et ça nous permettrait encore et toujours de ne pas interroger l'ordinaire d'une société qui permet, autorise, voire encourage ces violences de masse et depuis toujours. Mais elle est, a priori, une bonne victime, encore que, hein, on la met, on parle de son passé, de son goût pour le libertinage, enfin, on va quand même mettre à mal cette image un peu de la vieille dame, comme ça, de la mamie, de la maman. C'est pas tout à fait idéal non plus, mais la vérité, c'est que des bonnes victimes, il n'y en a pas. Moi, ce qu'on m'a reproché, c'est pas... Ma mémoire à trous, je l'ai eue en portant plainte pour le vol de mon sac. Hein. Au contraire, pour le viol, et parce que ça faisait 25 ans que j'avais plus foutu un pied dans un commissariat et que donc les souvenirs étaient intacts. Quand j'ai porté plainte pour viol, je me souvenais de tout dans les moindres détails et on m'avait bien fait comprendre que l'issue du procès dépendait exclusivement de ma parole, ce qui est quand même dégueulasse. Parce qu'en réalité, si les professionnels bossent réellement, il y a ce que dit la victime, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le faisceau d'indices autour. Il y a quand même que dans les procès pour viol où on demande des preuves. Et sinon, ça ne marche pas. Donc, on me raconte que tout repose sur moi, donc je fais attention à la moindre de mes virgules. J'étais déjà très attachée aux mots, donc je faisais déjà très attention à ce que je disais. Bon, on me l'a reproché parce qu'on a trouvé ça très étrange, une femme qui se souvient si bien de ce qu'on lui a fait subir, alors que normalement, elle ne devrait pas s'en souvenir. C'est que donc, a priori, c'était pas tout à fait un viol. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes foutu. Vous rentrez en cour d'assises, de toute façon, vous êtes une mauvaise victime, puisque la bonne victime, dans notre inconscient collectif, c'est qui? C'est celle qui a lutté tellement qu'elle a fini par en payer le prix de sa vie. Les saintes, c'est celle-là. Toutes les autres, c'est quand même un peu étrange qu'on soit encore debout. Donc une bonne victime aujourd'hui, c'est une victime morte, c'est tout. Celles qui sont en vie,
Et celles qui parlent, ça va pas. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est nos représentations sur le viol, et donc sur ce qu'est une victime, et donc sur ce qu'est un violeur aussi, parce que on l'a beaucoup entendu, et c'est pour ça que Marie-France, j'adorerais vraiment, et en plus j'ai une confiance absolue, évidemment, en ton expertise qui est largement plus importante que la mienne, mais j'aimerais que ça ait changé, j'aimerais que ça ait avancé. Moi, ce que j'entends à la cour criminelle, là, où on juge l'affaire de Mazan, c'est les mêmes mots que ce que moi j'ai entendu. Donc ça n'a pas tant bougé que ça. Quand des lectrices ou des auditrices m'écrivent et me racontent comment ce qu'elles subissent quand elles sont dans des commissariats, pendant toute l'instruction et quand elles arrivent, pour les quelques-unes qui arrivent au tribunal, c'est la même chose. Et on est 25 ans plus tard. Donc non, ça n'a pas tant bougé que ça. Moi, on m'a dit en cour d'assises qu'il ne pouvait pas m'avoir violée parce que c'était un bon père de famille, qu'il entraînait l'équipe des minimes en foot et qu'en plus, il payait ses impôts. Qu'est-ce qu'on entend là? Que les violeurs de Mazan, ils ne peuvent pas avoir violé puisque ce sont de bons pères de famille. On n'est pas sorti de cette logique-là. C'est-à-dire que sur nos représentations, rien n'a bougé. Et je terminerai là-dessus, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper pratiques, ces représentations. Parce qu'elles nous permettent de nous coucher le soir tranquille, de dormir à point fermé, de se raconter que le viol, c'est encore une histoire de loup-garou. C'est assez pratique parce que les loups-garous, il n'y en a pas beaucoup. Et que les victimes, de toute façon, c'est des menteuses. Donc on n'est pas obligé de sortir le tractopelle et de s'attaquer au chantier des violences faites aux femmes. On peut vraiment dormir tranquille. Ce déni, il est confortable pour tout le monde, sauf pour les ex-victimes. Et elles sont quand même des dizaines de milliers chaque année. Donc c'est pas un public de niche, hein, c'est conséquent. Et sauf pour celles et ceux qui travaillent sur le sujet tous les jours et qui en ont la nausée. Parce que quand on prend conscience, quand on ose affronter la réalité de ces violences, qui sont quand même le quotidien, je veux dire, vous mettez une petite fille au monde, vous savez qu'elle a un risque sur 2 de subir au moins une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. La vérité, c'est celle-là. Dans notre pays, c'est comme ça que ça se passe, et ce, dans un contexte d'impunité quasi totale, puisque 0,6% des viols seulement débouchent sur une condamnation. La vérité, c'est celle-là. Moi, ex-victime, j'ai été obligée de m'y colter. J'ai pas pu fuir. Et à partir de là, je m'y suis attaquée comme un certain nombre d'autres, heureusement. Pour tous les autres, c'est tellement plus pratique de se raconter que tout ça, c'est de l'histoire ancienne et que tout va bien. Tellement plus pratique. Merci infiniment. Et puis, comme vous devez être libérée... Alors, je ne vais pas au cinéma. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, Julia. Merci. Alors justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Julia Foyce, il y a des études aux États-Unis sur le nombre de menteuses, en fait, de fausses déclarations. Alors elles datent un peu, mais ils montrent qu'il y a entre 2 et maximum 10% de fausses déclarations, et le 10% est lui-même sujet à caution parce que extrêmement dépendant de définitions et de protocoles qui ne sont pas cohérents entre eux. Donc on est plutôt proche de la marge basse. Donc en fait, quand on a, moi les chiffres que j'ai, c'est 94% de classement sans suite et l'essentiel, infraction insuffisamment caractérisée. Donc ça ne rentre pas dans la loi, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, on est dans un miroir inverse. Imaginons qu'il y ait 2-4% de personnes qui ne racontent pas des vraies déclarations. Ben, en fait, on classe sans suite 94%. Donc c'est vraiment un miroir inverse. Alors, pour répondre aux questions qui sont très intéressantes, je voudrais quand même d'abord rectifier quelque chose. La Convention d'Istanbul est limpide. Elle dit bien que les parties prennent les mesures législatives pour ériger en infraction pénale. Et là, il y a ABC. Dans ABC, à chaque fois, il y a des choses qui sont écrites, pénétration vaginale, anale ou orale non consentie. À chaque fois, il y a le mot non consenti. Et l'article 2... ça siffle un peu. L'article 2 dit que le consentement doit être donné volontairement comme résultant de la volonté libre. Donc, il définit le consentement. Donc, il n'y a pas de doute. Et l'organe interprétatif officiel, qui est le Grevio, dit bien que la France doit changer sa définition, qui n'est pas conforme aux standards internationaux, donc qui est la Convention d'Istanbul. Et ce que disent les Nations Unies, c'est qu'il faut être conforme aux normes internationales. Et quand les Nations Unies parlent de normes internationales, elles visent la Convention d'Istanbul, qui est une convention universelle. Ça, c'est le plan du droit. Là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. C'est vraiment limpide. Ensuite, sur la violence judiciaire, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'interpelle énormément en tant que magistrate. Et quand on voit le procès Mazan, on voit évidemment que Gisèle Pellicot elle-même l'a dit, que les stratégies de défense, d'essayer de la décrédibiliser, sont d'une violence inouïe. C'est humiliant. Il y a des photos qui ont circulé, etc.
Et en même temps, le procès est un lieu où on peut réhumaniser une victime qui a vécu un viol et qui, donc, le viol est un processus de déshumanisation. Donc, il y a les deux. Voilà. Donc, pour pouvoir réduire la violence institutionnelle, il y a des tas de pistes. Les Australiens ont interdit qu'on puisse s'interroger sur le passé sexuel de la victime, de la plaignante. Je trouve que c'est intéressant. Et puis surtout, il faut arrêter de focaliser sur la crédibilité de la victime. Je ne connais pas d'autres infractions. J'ai travaillé sur des trafics, du grand banditisme, etc. Je ne connais pas d'autres crimes sur lesquels on focalise à ce point sur la victime. On doit faire le faisceau d'indices autour de monsieur. Son parcours, c'est extrêmement riche d'entendre les ex-copines, les ex... Voilà, on voit des schémas qui se reproduisent parce qu'en fait, ils ne cherchent pas midi à 14h. Une fois qu'il y a quelque chose qui marche, on retrouve des schémas de fonctionnement, etc. Et donc ça, si on change le paradigme, qui n'est pas le renversement du tout de la charge de la preuve, et qu'un garde des Sceaux puisse dire ça, nous sommes dans une procédure inquisitoriale dans le droit continental français, belge, etc., c'est le juge d'instruction dans les crimes qui mène l'enquête. Il le mène à partir de ce qu'il recherche. Et il recherche aujourd'hui violence, menace, contrainte ou surprise, avec en plus une interprétation qui est très fluctuante. Donc ça veut dire qu'on doit changer cette définition pour pouvoir changer la façon dont on fait les enquêtes. Et on sait faire. Nous sommes dans un système juridictionnel indépendant où on n'a pas besoin d'aveu. C'est pas parole contre parole, ça n'existe pas. Les stupeux, les trafiquants ne font pas d'aveu non plus. Et donc, on fait de l'enquête. Et avec la technique du faisceau d'indices, c'est d'une richesse inouïe. Si vous faites violer en sortant de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre meilleure amie. Peut-être que vous appelez Madame Casalis. Mais en tout cas, on pourra, avec la téléphonie, et donc l'audition de la première témoin, la première confidente, on pourra coupler ça avec la téléphonie, voir que bien sûr, il y a eu un appel qui a borné dans cet environnement-là, à telle heure, qui a duré tant de temps, etc. Tout ça, ça crédibilise. Et après, quand on fait l'environnement de monsieur, on retrouve par exemple des scènes pornographiques qui sont exactement celles qui ont été subies par la victime. Et c'est d'une richesse inouïe pour installer une conviction du magistrat. Donc, voilà, il y a des tas de possibilités. Les associations féministes qui sont contre, on a quand même un large consensus chez les féministes autour de la question du consentement, qui ne doit pas être que le mot consentement, mais la définition et l'élargissement des critères. Je crois qu'on se retrouve énormément, en fait, avec les associations, les quelques associations qui sont contre. D'abord, l'expression « les féministes ne sont pas d'accord », c'est pas possible parce que c'est un mouvement très large, mais on est d'accord sur les objectifs, on est d'accord qu'il s'agit d'une violence. Le mot consentement, il n'est pas beau peut-être, parce qu'on se dit, oui, mais on aimerait y aller dans un rapport sexuel avec joie, désir et enthousiasme. Sauf que là, on parle de liberté. On parle de privation de liberté des auteurs. Donc, on doit être forcément sur un seuil minimal. On n'est pas sur la morale. On est sur le seuil minimal qui fait qu'on incarcère. Et pour ça, il faut un mot qui soit l'étillage le plus bas possible, parce que c'est un enjeu extrêmement important. Bien sûr, on aimerait qu'elles aient toutes du désir, mais on peut consentir. Et en plus, Madame Garin l'a rappelé, le mot en lui-même, il n'était pas connoté comme ça à l'origine. Les plaintes CEDH, c'est très intéressant parce que donc la CNCDH a fait une tierce intervention pour expliquer qu'effectivement, il y a une spécificité du traitement du contentieux qui est tout à fait différent des autres infractions. C'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Et sur l'évolution des formations, il y a quand même au catalogue des formations continues de plus en plus de choses sur les crimes de sang, crimes de sexe et sur autour des victimes. Et moi, je vois monter une génération de jeunes magistrates qui sont extraordinairement motivées, qui ont intégré les lunettes du genre et qui ont énormément envie de faire bouger l'institution. Donc, il y a un effet aussi générationnel, un effet de formation. Et justement, je crois qu'il y a une énorme frustration chez les praticiens, chez mes collègues magistrats, d'être aussi contraints par un cadre juridique qui est totalement inadapté à l'étendue des situations qu'elles ont à traiter. Juste pour finir, et vraiment je m'arrête, donc le droit français est fondé sur le consentement. Dire que le consentement, les gens ne savent pas ce que c'est, les tutelles, le droit des contrats, tout est fondé sur le consentement en droit continental français. Et quand en plus on prend le soin par le législateur de le définir, on ne peut plus penser qu'il y a le moindre flou. Et je finis par là. Les Belges l'ont défini de la façon suivante. Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement.
Il est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Ça, c'est la Convention d'Istanbul. Il ne peut être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Ça, c'est la sidération. Il peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Ça, c'est la concomitance du consentement. Et après, ce qu'il n'est pas valablement. Il n'y a pas consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime. Ça, c'est McKinnon. C'est les rapports de force. Dû notamment à un état de peur, donc ça c'est Julia Foyce, de l'influence de l'alcool, des stupéfiants, des substances psychotropes, on a la soumission chimique, ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap altérant le libre arbitre, on a toutes les femmes handicapées, vulnérables, qui sont abusées à longueur de temps. En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, violence physique ou psychologique, c'est plus clair que dans notre code, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou tout autre comportement punissable. On fait confiance aux magistrats pour vraiment y aller largement. Et en tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie. Gisèle Pellicot. Je m'arrête là. Définition belge. Alors, pour rebondir sur l'excellente intervention de Magali Lafourcade, sur votre question, Madame Garin, sur pourquoi le mot de consentement, je crois que la réponse vient d'être donnée très largement. Peut-être juste pour ajouter, c'est que c'est aussi le vocable le plus partagé finalement. Et on en parle tellement qu'il faut garder cette fonction aussi éducative de la loi. C'est très important de le garder de cette façon-là. En réponse sur la victimisation secondaire, redéfinir, ça va aussi permettre de travailler sur cette question parce qu'avec la définition que l'on propose, on va beaucoup moins s'intéresser, comme c'est le cas aujourd'hui, au comportement, à l'attitude de la victime, puisqu'on va demander si monsieur a recherché, comment il a. C'est ça qui va nous intéresser. C'est pour ça que je me permettais de refaire le parallèle avec la stratégie de l'agresseur. Il pourra plus se contenter de dire, comme on l'entend encore aujourd'hui, parce qu'elle avait une jupe courte, c'était une invitation, parce qu'elle a remis ses cheveux de telle façon, bien sûr que ça voulait dire qu'elle était OK pour que je la pénètre. Non, parce que là, en fait, le prisme sous lequel on va interroger est fondamentalement différent. Le deuxième, peut-être, éclairage sur la question de la victimisation secondaire, et je suis un temps beaucoup plus loin, c'est au moment du procès, les cours criminelles départementales. J'ai entendu, notamment hier, dans les jeux de questions qui étaient posés, qu'il y avait une grosse remise en question des cours départementales criminelles. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, les cours départementales criminelles, en réalité. On a 5 magistrats et magistrates professionnels. J'en ai terminé encore une il y a quelques semaines. On a eu un président de cour remarquable qui s'est excusé au nom de l'institution tellement la cliente avait été maltraitée au cours des années de procédure et le procès a été remarquablement mené. Avec des questions toutes très pertinentes, des sujets qu'on n'a pas eu besoin d'aborder plus en détail, notamment sur les mécanismes de psychotraumatisme, parce que j'avais une composition très bien formée. Ça a été un moment extrêmement réparateur pour ma cliente, ce temps-là. Et c'est ce qu'on retrouve de plus en plus dans les cours départementales criminelles, parce qu'on a moins besoin de faire preuve de pédagogie que face à un jury populaire. Alors évidemment, l'avocate que je suis, ça m'est douloureux aussi de vous dire ça, parce que évidemment qu'on est convaincu par le jury populaire, évidemment que dans l'absolu, je voudrais continuer moi aussi à faire de la pédagogie envers le jury populaire, mais je me dis que peut-être la pédagogie, c'est un autre endroit, et ça rejoint une de vos autres questions, je crois que c'était la vôtre, sur l'éducation. Évidemment, c'est à cet endroit-là qu'on doit inscrire, et peut-être moins finalement sur un temps de procès. Voilà pour la victimisation secondaire. Ça me permet de vous faire un temps sur la question de la correctionnalisation. Je crois que c'était vous, Madame Garin, qui avez posé cette question. J'ai recherché avant de venir aujourd'hui. On n'a pas de statistiques sur ça. Il y a un rapport qui avait été rendu d'évaluation des fameuses cours départementales criminelles quand on était au stade de l'évaluation. Dans le rapport, il était indiqué que le taux de correctionnalisation n'avait pas évolué, mais on ne nous donnait pas de statistiques sur les taux. J'en ai pas trouvé depuis. Donc je vais vous parler que de mon expérience et des quelques consoeurs et amis, camarades avec lesquels on partage ces luttes. On trouve qu'on nous les propose moins, les correctionnalisations, honnêtement. On nous les propose encore, mais moins, objectivement. Et puis, surtout, je vais me permettre un temps de raisonnement un peu déplacé aussi. Alors oui, j'aimerais bien qu'on arrête de me les proposer tout court, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on peut les refuser.
Et ça, c'est mon travail d'avocate, en fait, de conseiller sur ça, d'expliquer ce que c'est la correctionnalisation, de dire quels sont les droits aussi à la partie civile. Et quand on refuse une correctionnalisation, on ne peut pas nous l'imposer. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, hein. Des fois, il y a des procédés détournés où finalement, on nous rend une ordonnance de non-lieu en disant il n'y a peut-être pas la preuve de l'acte de pénétration. On fait des appels, et puis devant la chambre de l'instruction, ça ne se passe pas si mal que ça. Voilà, donc si vous avez des statistiques, je serais très preneuse parce qu'on en parle beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas chiffré. Dans les questions qui étaient posées aussi sur la question de la justice restaurative. Pour moi, la justice restaurative, c'est pas une réponse. En tout cas, c'est pas la première réponse. La justice, c'est venir sanctionner un acte. Ce qui a un temps différent de venir dire est-ce qu'on envoie ou pas en prison. Finalement, les victimes, c'est pas tellement ce qu'elles cherchent. Moi, je vais parler que de ça. Je suis que avocate de victimes et de parties civiles. Ce qu'elles veulent, c'est être reconnues, être entendues et que la justice les reconnaisse comme victimes. La justice restaurative, ça ne reconnaît pas comme victime. Quand vous avez une décision de classement sans suite, ce qui était l'exemple que vous donniez en disant peut-être on décale et on fait de la justice restaurative. Non, la justice, elle vient de dire votre plainte, elle est classée, fin de l'histoire, madame. Donc la justice restaurative, ça ne peut pas être une réponse. Est-ce que ça peut être entendu plus tard, notamment quand il y a eu un procès, pour permettre un dialogue et que de part et d'autre, on comprenne ce qui s'est joué et comment ça peut changer? Peut-être. Je pense que ce n'est pas une priorité, honnêtement, pour l'instant, des travaux de la justice. Par contre, vous avez soulevé quelque chose de très intéressant, qui est la prise en charge des auteurs. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on défend les victimes et qu'on s'intéresse de ce côté-là de la barre et de ce côté-là de la société qu'il ne faut pas parler des auteurs et de la façon dont on les prend en charge. Et effectivement, il y a, à mon sens, aujourd'hui un grand manquement sur la façon dont on apporte une réponse. Il y a la réponse pénale, et puis, que ce soit incarcération ou pas, c'est un vaste débat qui dépasse largement d'ailleurs cette question. Il y a la question de comment on les prend en charge, comment on pense l'insertion ou la réinsertion, et comment on pense en charge potentiellement des soins. Et ça, on ne veut pas tellement en entendre parler, sauf qu'en réalité, tant qu'on ne travaillera pas cette question sur les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles, oui, il y aura de la récidive. Ça, c'est certain. La prison n'a jamais permis que quelqu'un derrière ne recommence pas, quels que soient les faits. Donc ça, c'est un travail, mais qui est différent, à mon sens, des questions de justice restaurative et d'autres, et qui est un temps après, dont il va falloir se préoccuper. Et vous avez raison, pour en terminer, tout n'est pas question de redéfinition, et je pense qu'on l'a tout dit, c'est aussi une question de moyens, évidemment, de budget et de personnel. Je suis désolée, faut que oui. Bien sûr. Merci, docteur. Oui, alors je vais essayer de répondre un peu à toutes les questions. Je voulais juste rappeler que quand on demande aux victimes pourquoi elles ont quand même porté plainte malgré toute la victimisation secondaire, les maltraitances et tout ça, elles disent que quand même elles recommenceraient. Et la première raison pour recommencer, c'est bien sûr être reconnu, mais celle qui vient tout de suite après, c'est pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Voilà. Et que ça, c'est quand même un élément aussi extrêmement important à prendre en compte. Et l'impunité, c'est quand même ce qui génère ça. Ce qu'il faut voir aussi, je voulais répondre alors au niveau de les premiers recours des victimes. C'est le médecin, les psychiatres et les psychologues. C'est leur premier recours quand on leur pose la question dans toutes les grandes enquêtes. Qu'il n'y ait pas de prise en charge, c'est vraiment une catastrophe, justement par rapport à tout le parcours. Une victime qui est traumatisée, puisqu'on m'a redemandé un petit peu, c'est quelqu'un qui, surtout si elle reste en contact avec l'agresseur ou le contexte de l'agression, va continuer à être dans un mécanisme de sauvegarde que met en place son cerveau, qui va l'anesthésier émotionnellement. Donc il va être très en danger de subir à nouveau des violences, qui va être très en danger aussi d'être maltraité. On maltraite beaucoup plus facilement quelqu'un de dissocié. Quelqu'un de dissocié, c'est quelqu'un qui ne réagit pas. C'est vraiment Police, la petite jeune à qui on a imposé des pénétrations orales pour récupérer son téléphone portable, et tout le monde se moque d'elle parce qu'elle ne réagit pas, comme si ce n'était pas grave. Une victime dissociée, c'est quelqu'un qui ne pourra pas avoir un seuil de tolérance beaucoup trop élevé à tout, et sur lequel on va tomber aussi. Donc, ne pas prendre en charge une victime, c'est vraiment la mettre très en danger. Ça, c'est un élément important. Et je sais que par rapport à la plateforme où on a formé les gendarmes et les policiers de la plateforme, on a passé énormément de temps à expliquer la dissociation. Parce que c'est quand même un élément qui permet de comprendre pourquoi les victimes ont mis autant de temps, pourquoi elles ne peuvent pas partir, pourquoi elles ont des discours aussi imprécis. Enfin, ça donne énormément d'informations, en plus de la sidération, puis en plus, bien entendu, de la mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique
les événements. Donc cet élément de dissociation est essentiel. On le voit par rapport, en termes de formation. On a fait je vous le passerai. On a fait une brochure explicative pour les enfants, et la brigade des mineurs nous disent qu'ils l'utilisent énormément et que les enfants peuvent parler parce que du coup ça leur explique tous les mécanismes et pourquoi effectivement ils ressentent les choses. Quand on est dissocié, on ne peut pas se défendre des paroles de l'agresseur. On ne peut pas se défendre de tout ce qu'on nous impose. Pour répondre à votre question aussi, si on est dissocié parce qu'on a subi des violences depuis l'enfance, puisqu'on les a subies, on a subi des incestes, etc., on est dans un état de dissociation chronique, on ne va pas pouvoir s'opposer, on ne va pas pouvoir dire non, on est dans un état de vulnérabilité extrêmement grande, et c'est ces personnes-là qui vont être ciblées en priorité par les agresseurs. Et les petites jeunes, elles me disent, qui ont subi des incestes, je ne peux pas attendre à une station de bus sans que j'ai tous les taris qui me tombent dessus. Je ne peux pas prendre le métro sans être harcelée. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Donc la prise en charge, ça permet de sortir les personnes de la dissociation immédiate, quand c'est aigu, c'est vraiment un état quasiment de coma psychique, et ensuite. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je voulais dire aussi, par rapport à l'éducation, on m'a posé des questions là sur l'éducation. Bien entendu que, vous savez, on a fait une enquête qui a montré que 50% des jeunes de 18 à 25 ans disent qu'ils ont fait leur éducation sexuelle avec la pornographie. Ça, c'est notre enquête. Et c'est eux qui, dans l'ensemble des Français, ont la culture du viol la pire. Et une culture justement par rapport qui vraiment ne respecte absolument pas le consentement et qui disent que les femmes, elles aiment être maltraitées, violées. Enfin, je veux dire que pénétrer une femme qui dort ou qui est alcoolisée, etc., c'est pas un viol. C'est eux, c'est les mêmes. Et ça, c'est depuis le smartphone, c'est depuis 2010. Et je veux dire, les enfants, maintenant, ils ont accès à la pornographie avec les pires images et les pires violences à partir de l'âge de 8 ans. Et ça commence, et à 12 ans, c'est 50% des enfants qui ont déjà vu des images de violences extrêmes. Ça multiplie par 24 le risque de passage à l'acte de violences sexistes et sexuelles. Donc là, on est dans quelque chose qui est explosif si on n'agit pas et si on ne fait pas en sorte que déjà les sites porno soient poursuivis pour toutes les images violentes qui sont sur un, et si on n'agit pas pour l'accès des enfants. La pédocriminalité sur le net. En 2014, 1 million d'images recensées. En 2023, 100 millions d'images recensées. Donc c'est explosif. Ça entraîne vraiment une addiction. La plupart des images sont générées dans le cadre d'inceste. Donc, il faut s'attendre. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas optimiste, parce que là, on va avoir une explosion. Donc, les enfants, il faut vraiment s'en occuper, mais d'urgence, s'occuper des enfants, de dépister les violences qu'ils subissent, de remettre les pendules à l'heure sur ce qu'est la sexualité, justement, l'intimité, bien entendu, l'intimité suivant l'âge, la sexualité, sur le fait que la sexualité, sexualité et violence, non, ce n'est pas possible. La tolérance d'une sexualité violente est gravissime parce que du coup ça génère tout un système ou même du coup c'est ce que vous nous avez expliqué dans les dossiers où puisque madame elle supportait des claques, etc., je veux dire tout ça est normal. Donc ça marche. L'éducation, on en a distribué 100 000 exemplaires gratuitement. L'éducation nationale s'en empare, tous les professionnels de la santé s'en emparent, et tous les professionnels de la justice, de la police, etc. s'en emparent. Donc ça, c'est Et puis, pour répondre à la question sur les personnes en situation de vulnérabilité, l'accessibilité de la formation, des informations. Alors, s'il y a une chose que je voudrais aussi, sur laquelle je voudrais insister, si ça peut passer, c'est que l'information, elle est nulle. Il n'y a rien comme information pour les victimes, pour les personnes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire si on a subi des violences sexuelles. On ne sait pas vers qui... Il faut vraiment qu'il y ait une information sur les conduites à tenir, pour que ce soit pour les victimes, mais qui sont souvent totalement en état de choc. Ah oui, bien sûr. Non seulement pour les victimes, mais pour tous les proches, pour toutes les personnes qui vont pouvoir les aider à faire toutes les démarches. Donc, et avec le comité interministériel du handicap, on a mis en place des modules de formation pour tous les professionnels
sur les violences sexuelles faites aux enfants, les violences sexuelles faites aux personnes en situation de handicap, sur comprendre le psychotraumatisme et repérer et prendre en charge et protéger les victimes. Et ces modules sont accessibles pour tout le monde, avec du coup une possibilité aussi d'englober toutes les personnes les plus vulnérables. Parce que les chiffres qu'on a, ils sont très sous-estimés, puisque c'est les personnes les plus vulnérables qui sont souvent pas interrogées, qui vont. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près répondu sur les éléments. Sur la formation des magistrats, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait de la formation, très régulièrement, tous les ans. Je veux dire, moi j'ai des retours quand même très positifs de magistrats. Par exemple, le magistrat de la Cour de cassation, avec le fait d'avoir reconnu la sidération, de dire que la sidération ne valait pas consentement, la décision du 14 septembre 2024, le magistrat m'avait contacté pour me demander tous mes documents et toutes les informations sur la sidération. Donc il y a vraiment là quelque chose qui se met en place. Et la formation, elle doit être... Pour les médecins qui sont le premier recours, qui font que 5% de signalement pour les enfants, qui ne font pas du tout de signalement pour les personnes les plus vulnérables, elle doit être initiale. On a fait une expérience sur la première année de médecine, du coup ça englobe aussi les sages-femmes et tout ça. On a fait une expérience où 4 ans après, le cours qui les avait le plus marqués, qui leur a été le plus utile, c'était celui sur les violences et sur les psychotraumas. Voilà. Donc il faut que ça dépasse ça part, et il faut qu'il y ait une culture commune du psychotrauma, de l'évaluation du psychotrauma. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place là. On a HandiConnect qui a mis des fiches auxquelles j'ai participé, Vidal qui met des fiches. Enfin, on essaye comme ça de lancer des choses, mais il faut que ce soit diffusé. Ça finit par marcher. Mais dernière chose, la prise en charge. Il n'y a plus de psychiatres, plus de pédopsychiatres. Il y a des psychologues encore. Il faut qu'il y ait une prise en charge gratuite, accessible pour les victimes. C'est la moindre des choses, particulièrement dans les procédures, mais pour toutes les victimes. Normalement, elle est gratuite en médecine, avec la sécurité sociale, on obtient à 100%. Il faut, ce qu'on a demandé avec la Civise, avec Édouard Durand, il faut qu'il y ait une prise en charge gratuite pour les personnes victimes du trauma. C'est un problème de santé publique majeur, que ce soit une prise en charge pluridisciplinaire. Et puis, il faut des situations spécialisées. Je veux dire, on peut reparler aussi des tribunaux spécialisés. Du coup, les cours criminelles, elles sont quasiment spécialisées dans les violences sexuelles, parce que du coup, c'est quasiment que ça qu'elles traitent. C'est plus de 80%. Voilà. Donc, en fait, finalement, il faudrait plutôt les transformer en cours spécialisés, parce qu'au moins, ça serait clair et ça serait beaucoup plus cohérent. Et puis, il faut vraiment ces centres spécialisés de prise en charge pluridisciplinaire. Celles qui ont été mises en place en Belgique, c'était sur le modèle de celle qui a été mise en place par Denis Mukwege à Panzi, avec lequel je travaille. Donc, on a des connaissances, on sait que ça marche, que ça fonctionne. Et ça, je veux dire, c'est incontournable. Voilà. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je pense... Et puis sinon, je vous donnerai le document que j'ai par rapport au rapport, si vous pouvez l'obtenir. Juste, je vous lis. Ils mettent quand même... Voilà, ils mettent phase judiciaire, fatigue des enquêteurs, appauvrissement de la police judiciaire, en particulier dans le domaine, pauvreté des actes d'enquête, on recourt trop peu aux techniques d'investigation policière, pourtant classiques, visant à rechercher des éléments matériels, réquisition téléphonique, vidéosurveillance, outils informatiques. Voilà. Et ils parlent quand même puisqu'ils font des préconisations. Et ils disent qu'ils voudraient créer une nouvelle forme de classement sans suite qui serait une suspension d'enquête, faute d'éléments suffisants. Et pas, voilà, bon, je ne sais pas si c'est intéressant. Et s'il n'y a pas dans notre droit de présomption de responsabilité pénale pesant sur les mises en cause, il ne devrait pas y avoir non plus de présomption de mensonge pour les victimes. Voilà. Donc ça, je vous les passerai. Ah, pardon, il ne bouge plus. Ah, d'accord, c'est moi qui dois bouger. Oui. Non, nous restons sur notre position contre l'introduction de ce mot consentement dans la définition du viol. Le viol n'est pas une relation sexuelle non consentie, c'est un acte de prédation et de prise de pouvoir. Et la jouissance du violeur vient du pouvoir qu'il exerce
L'attitude de l'agresseur et sa stratégie ne seront jamais scrutées de cette façon-là. Et pourtant, le viol, c'est ce qu'a décidé cette personne-là, cet agresseur, et non pas le comportement de la victime. Le viol, c'est ce qu'a fait le violeur, et non l'attitude de la victime. C'est pour ça qu'il peut dire joue sur l'obsession, mais je croyais qu'elle voulait, etc. Mais il dira toujours qu'elle est consentante. Pardon, il dira toujours. Oui, oui. Donc, avec un certain nombre de personnes, nous restons sur notre position. Et peut-être pourriez-vous aussi auditionner cette avocate dont le nom m'échappe, mais que je vais retrouver, Isabelle Thieleux, qui a fait... je peux vous laisser déjà son texte, parce que dans ce débat, nous sommes... les accords sont profonds, c'est l'expression dans la loi de ce que nous voulons, que les violeurs soient poursuivis et punis et qui ne se permettent plus d'agresser femmes et enfants, et hommes aussi, d'ailleurs. Merci infiniment. Est-ce que je peux juste rajouter un élément sur la prise en charge des agresseurs? Des grandes études... Pardon. Des grandes études internationales ont montré qu'avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l'enfance, multiplié par 16 pour les filles, multiplié par 16 le risque de subir des violences sexistes et sexuelles à l'âge adulte, par 16, c'est énorme. Mais le fait d'avoir subi des violences physiques et sexuelles pour les garçons, multiplié par 14 le risque de commettre des violences sexuelles et sexistes. Et on sait qu'en plus, s'ils ont été témoins de violences sexuelles par l'intermédiaire des sites Internet, ça multiplie par 24 aussi. Donc, c'est vraiment, il faut identifier ces enfants. Hein. C'est presque 30% des violeurs qui sont mineurs. Il faut les identifier le plus tôt possible et leur permettre, et vraiment, parce que, juste, j'explique très très rapidement, commettre des violences, on n'est pas fait pour commettre des violences, notre cerveau n'est pas fait pour commettre des violences. Et je veux dire, commettre des violences traumatise aussi la personne. Ça crée une dissociation traumatique, donc une anesthésie émotionnelle, ce qui fait qu'ils n'en ont plus rien à faire de ce qu'ils font, et ensuite une dépendance liée à la mémoire traumatique, où pour anesthésier ce qui revient en eux de violence, ils passent à l'acte pour s'anesthésier. Bon, après, si ça vous intéresse, j'ai fait des articles très longs et je vais sortir un livre là-dessus. Mais ça veut dire que traiter leur trauma, traiter le trauma, identifier les violences le plus tôt possible, des filles qui subissent ces violences, des garçons qui commettent des violences, dépister, faire un dépistage systématique, tous les signaux d'alerte, en tenir compte, prendre en charge ces enfants-là, c'est vraiment agir sur la reproduction de violence. Et ça c'est efficace. Et ça évite des vies fracassées. Et ça, là-dessus, on sait qu'avec le continuum de violence, on peut vraiment faire quelque chose. Mais pour ça, il faut des décisions politiques fortes en termes de prise en charge. Voilà. C'est un problème de santé publique énorme. Et ça vaut la peine. Et ça vaut la peine, oui, parce que ça marche. Enfin, la prise en charge du psychotrauma est efficace. Toutes les atteintes neurologiques se réparent. Et il n'y a plus besoin, il n'y a plus de conséquences psychotraumatiques, il n'y a plus besoin de conduite dissociante, il n'y a plus de risque de subir. Il y a beaucoup moins. Enfin, toutes mes patientes qui sont traitées, elles arrêtent de subir des violences. Hein, je veux dire. Et puis pareil, pour des jeunes, j'ai vraiment des expériences avec des jeunes qu'on traite et qui ne commettent plus de violences. C'est possible. Mais je veux dire, il faut agir, il faut prendre des décisions. Voilà, donc merci. Et oui, on n'est jamais responsable des violences que l'on subit, on n'est jamais responsable des conséquences psychotraumatiques qui se développent, mais on est responsable après des stratégies de survie qu'on met en place face à ces violences. Et c'est là où la société a tendance à permettre aux garçons d'avoir des stratégies violentes pour pouvoir se dissocier et traiter sauvagement leur trauma. Voilà. Merci infiniment à chacune de nos intervenantes, vraiment pour la qualité des débats, pour la profondeur de ce que vous nous avez transmis et qui s'impose à nous en termes de responsabilité. Vous dire que la mission sur la définition pénale du viol rendra ses conclusions le 17 décembre prochain à 15h30 et que notre délégation droits des femmes recevra Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le 10 décembre. Voilà, je vous remercie.